On commence par vous, cher monsieur. Monsieur Waro, encore, toujours Société Club. Modification de machine. Vous avez parlé des responsabilités sans jamais rentrer dans la responsabilité juridique. Donc, à quel moment est-ce que, lorsqu'on fait une modification, on saute le CE d'origine? Et en cas d'accident sur la modification, est-ce que la personne qui a fait la modification est responsable de l'entièreté de la machine ou uniquement de sa modification, juridiquement parlant? Alors, la réponse, elle est simple. Quand on a un accident dans une entreprise sur une machine, le premier responsable, c'est l'employeur. Voilà. Qu'il ait modifié sa machine ou pas modifié sa machine, ça ne change rien du tout. D'accord? Donc maintenant, il a modifié sa machine pour améliorer la sécurité. Le fait de constituer le dossier de modification, c'est pour prouver qu'il a bien fait le boulot. Voilà. J'ai répondu à votre question? Oui, c'est bon. Il y avait une question qui va un peu dans le même sens. Est-ce qu'on perd la mention CE en cas de modification de la machine? Doit-on la refaire certifier? Aujourd'hui, non. En 2027, peut-être, mais aujourd'hui, non. Le CE n'est valable que lors de la cession. Il ne sert qu'à ça. C'est simplement pour prouver que la machine que j'achète, elle est CE, elle remplit toutes les exigences de la directive. Après, l'employeur il a l'obligation de maintenir en état de conformité. Il y a une question ici. On parlait de la modification substantielle qui concerne donc une augmentation du risque ou un nouveau danger. Comment est-ce qu'on peut établir une modification substantielle sur ces critères-là si on n'a pas l'analyse de risque du fabricant? À qui poser la question? Ça, c'est subtil. Je vois Madame Maillard qui se manifeste courageusement. Isabelle Maillard, merci. Oui, la réponse est simple. L'analyse de modification substantielle n'a rien à voir avec une évaluation des risques. Non, absolument rien à voir. Donc c'est juste l'analyse des critères qui sont mentionnés dans la définition, les critères que Pierre a rappelés. Ce sont deux choses différentes. L'utilisateur, le modificateur qui est l'employeur, va devoir, dans un premier temps, se demander si sa modification constitue une modification substantielle, et ensuite, il devra faire une évaluation des risques. Voilà. Et pour autant, il n'aura pas à sa disposition le dossier technique du fabricant qui n'a pas à le lui transmettre. Donc, c'est lui qui fera sa propre évaluation de la modification substantielle, mais ça ne change absolument rien. Aujourd'hui, le modificateur n'a pas accès au dossier technique du fabricant et il doit faire une évaluation des risques. Donc on ne change pas de système, sauf que les effets juridiques sont différents. En cas de modification substantielle, il prendra le statut de fabricant. Donc il se verra imposer toutes les obligations de mise sur le marché, dont l'élaboration d'un dossier technique. Alors, autant dire que ce dossier technique ne contiendra pas toutes les informations sur la machine. C'est parce que c'est juste impossible. Donc, il contiendra les informations sur la modification substantielle, son périmètre, ses effets, l'interface avec l'ensemble de la machine, mais effectivement, il ne pourra pas contenir tous les éléments qui concernent la machine d'origine. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais il est bien important de comprendre que la modification substantielle et l'analyse d'une modification substantielle n'est pas une évaluation des risques. C'est juste une analyse qui permet de savoir si on tombe dans le champ d'application de modification substantielle ou non. Et cette analyse, elle est restreinte dans un cadre
délimitées par la définition, donc par des éléments techniques que Pierre a mentionnés sur est-ce que j'ai créé un nouveau risque, est-ce que je vais devoir traiter ce risque avec des protecteurs, etc. etc. David Inacio, vous souhaitiez compléter, je crois. Peut-être, effectivement, Ouais. juste pour pas changer quoi que ce soit à ce que vient de dire Mme Maillard, bien évidemment, mais par contre, peut-être juste en complément, effectivement, je pense que dans la démarche, ça ne change pas grand-chose à ce qu'on fait aujourd'hui, puisque dans la démarche, on l'a vu, dès qu'on a touché quelque chose qui n'a pas été prévu par le fabricant, on se retrouve à s'interroger, est-ce qu'on est en train de faire une modification, et on commence cette démarche par une analyse de risque. Et donc, quelque part, quand on va commencer cette démarche, il sera toujours temps de constater si effectivement on a un nouveau danger ou si on a augmenté les risques. Bon, donc, quelque part, on aura la réponse à la question. Je pense que là où ça va amener une problématique, effectivement, et ça a été dit, c'est jusqu'où on va dans la constitution du dossier technique de la machine telle qu'elle aura été, si elle était substantiellement modifiée, remise sur le marché, parce qu'il y aura forcément un acte de remise sur le marché. Ça rejoint aussi la question d'avant, est-ce qu'il faut refaire un marquage CA ou pas? Dans ce cas-là, il faudra en refaire un, formellement. Et donc, dans ce cas-là, quelqu'un devra assumer de refaire le marquage, une déclaration, et donc d'endosser tout ce qu'un fabricant de machines est censé faire, à savoir avoir constitué un dossier technique, qui est un petit peu plus qu'un dossier de modification, mais je pense que par la force des choses, si c'est un utilisateur qui le fait, il n'aura pas beaucoup d'autres choses à verser au dossier que ce qu'il aurait mis dans le cadre d'un dossier de modif. Merci pour ces précisions. Est-ce qu'il y avait d'autres sollicitations? Je vois une main qui se lève ici. Monsieur. Oui, Paul Le Thor de Suez. Est-ce qu'on peut exiger d'un fabricant, pour une machine achetée en 2026, par exemple, la déclaration UE de conformité? Excusez-moi, on n'a peut-être pas entendu la question. Est-ce qu'il faut exiger ou est-ce que... Est-ce qu'avant le lancement en 2027 de la directive, on peut déjà récupérer le document? Ah, est-ce qu'on peut la demander aujourd'hui? Réglementairement parlant, en fait, c'est à partir du 20 janvier 2027 que le fabricant doit fournir une déclaration de conformité qui fait référence au règlement machine. Avant, il doit faire référence à la directive. Après, s'il fait la référence à la directive et au règlement machine, ça n'aura d'impact qu'à partir du 20 janvier 2027 concernant le règlement machine. Je ne pense pas que ce soit vraiment nécessaire d'exiger en fait une déclaration de conformité par rapport au règlement, puisqu'il ne s'applique pas encore actuellement. Madame Maillard. Oui, alors la déclaration, c'est l'aspect formel, mais en fait la question, j'imagine, elle porte sur est-ce qu'on peut construire en conformité avec 2027 ? C'est ça la question. Donc oui, vous pouvez construire. On ne va pas vous interdire de commencer à construire conformément au règlement de 2027. Par contre, ce que Pierre vient de dire, c'est que l'application du règlement sera effective qu'en 2027. C'est-à-dire que votre machine, vous l'aurez déclarée conforme à 2027, mais l'application du règlement, juridiquement, il devient effectif qu'en 2027. C'est-à-dire que, par exemple, une autorité de surveillance du marché, avant 2027, ne pourrait pas vous reprocher d'avoir mis sur le marché une machine non conforme par rapport à une nouvelle exigence de 2027. En fait, c'est ça. Mais bien sûr, vous pouvez commencer à fabriquer des machines que vous considérez comme conformes aux exigences du nouveau règlement. Merci. Je vois l'horloge qui devient menaçante, donc je vais poser au moins les deux questions qui sont venues du chat. Caroline Irigoyen qui demande, je pense que c'est pour vous, Monsieur Fièvre, quand on ajoute un carter de protection sur une machine ancienne, quels sont les points de vigilance, quelles infos demander à l'entreprise en charge de la mise en place de ce carter? C'est précis, hein?
Donc déjà faire un dossier de modification, faire l'analyse de risque, pourquoi je mets un caractère, et dans la conception technique même du caractère, respecter les normes qui sont des moyens d'atteindre l'objectif de la réglementation. Donc modifier le circuit de commande. Donc si on modifie le circuit de commande, on va parler de performance level, on va parler de choses de ce type-là. Et puis, qui dit protecteur dit distance par rapport à la zone dangereuse. Voilà. Donc respect des normes. Pour M. Bellingard, vous avez un peu répondu, mais je préfère poser la question quand même. Quand est-il prévu un guide d'application du nouveau règlement 2023-1230 en français? Merci. Alors, en français, je pense que la réponse sera simple. Ça fait depuis plusieurs années qu'il n'y a plus de traduction en français des guides d'interprétation de la directive machine. Donc en français, c'est peu probable. Maintenant, sur la version anglaise, j'ai envie de dire incessamment sous peu, peut-être avant 2027. Merci pour cette réponse très précise. Je suis toujours un peu taquin. Allez, une dernière question, mesdames, messieurs, si vous souhaitez. Allez, c'est monsieur qui a gagné le droit de la poser. Bonsoir, Fabrice Neck, groupe Baron. En fait, j'ai eu l'occasion de discuter avec plusieurs interlocuteurs sur le sujet de la 2023 aujourd'hui. Et je voudrais juste apporter un petit complément, ou alors j'ai pas compris. Mais si on décidait d'appliquer ou de construire une machine avec la réglementation 2023 dès à présent, on serait quand même confronté à un problème dans le sens où justement le guide d'application ou les règles de bonne pratique qui font référence à cette réglementation sont toujours en cours de rédaction ou de réflexion. Ça dans ma tête aussi. Alors, oui, pour les nouvelles exigences, on va dire, mais comme on l'a vu, il y a quand même 80% de la réglementation qui reste inchangée. Mais oui, si on parle, on va dire, cybersécurité et IA, il y a des aspects, effectivement, on n'a pas de réponse immédiate, quoi.